Minasan konbanwa. Salut tout le monde. Alors je vous présente le nouveau format. J'avais ramené ce livre du Japon lors de mon dernier voyage et je me suis dit qu'il pouvait être super intéressant à travailler avec vous. C'est un livre donc à destination des adolescents, on va dire, japonais, pour en apprendre plus sur des personnages historiques. C'est donc un livre qui va résumer des biographies de 101 personnes. Et je vous ai fait voter sur Instagram pour savoir quelle était la première personnalité dont vous aimeriez lire un bout de vie en japonais. Et vous avez voté pour Léonard de Vinci, qui, je vous l'avoue, est un excellent choix, puisque honnêtement, je pense que c'est l'un des humains, si ce n'est l'humain le plus incroyable de tous les temps. En termes de génie, on peut difficilement faire mieux, donc je suis très contente de voir un bout de sa vie avec vous aujourd'hui. Alors après, on reste sur un livre qui est donc adapté pour des adolescents japonais. Le niveau de langue, il est plutôt simplifié par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans un article de journal, par exemple. Donc c'est très bien comme support de cours pour vous, comme support d'études en étant débutant en japonais. Que ce soit les grands débutants qui vont pouvoir tout simplement s'habituer à lire en kana, ou bien les personnes qui ont déjà des notions en termes de grammaire et de vocabulaire. Vous allez pouvoir bosser tout ça. Donc bien sûr, moi je suis là pour vous guider, pour traduire absolument tout, comme ce qu'on fait à chaque fois pendant les contes, pendant les lectures de manga, etc. On traduit tout ensemble. Et derrière, vous pouvez regarder à nouveau le replay si jamais vous en avez besoin. Donc, dans ce livre-là, il y a des biographies qui sont plus ou moins longues. Celle de Léonard de Vinci, elle est assez longue parce qu'il y a pas mal de choses à raconter. Donc, je pense qu'on va la faire en 3 parties. Comme souvent ce qu'on fait avec les contes, on divise ça en 3 parties. Donc, ce que je vais faire, c'est vous partager mon écran. Comme ça, on verra la même chose. Et puis, bien sûr, vous allez essayer de lire avec moi. Le but, c'est aussi de vous challenger avec la lecture en japonais. Et ce qui est chouette avec ce format, déjà, c'est le fait qu'on va pouvoir en apprendre plus sur des personnages historiques. Alors après, c'est pas non plus des documentaires historiques. Ce qu'on va faire, ça reste assez léger. Et puis, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Je n'aurai pas la prétention de dire que tout ce qu'on va voir aujourd'hui est correct. On est plutôt là pour le côté langue japonaise, nous. Mais en tout cas, ça permet de s'intéresser à des personnages historiques, ce qui est toujours cool. Ça vous permet aussi de voir que même avec un petit niveau de japonais, donc N5, N4, on peut déjà commencer à lire et à apprendre des choses directement en japonais. Donc ça, c'est quand même très gratifiant après quelques mois, quelques années d'efforts en études du japonais. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que comme là, on a un personnage étranger, tous les noms des personnages, des villes, des pays, etc., ils vont tous être en katakana. Et je sais à quel point vous aimez les katakana. C'est ironique, mais c'est un super moyen pour vous de travailler les katakana, puisque c'est vraiment l'effet deuxième alphabet. C'est pas qu'il est plus dur, c'est juste que c'est l'effet deuxième alphabet. Je connais quelques personnes qui ont d'abord appris les katakana et ensuite les hiragana, ils trouvent que les hiragana sont plus durs. Donc c'est vraiment l'effet deuxième alphabet qui fait qu'on a un peu plus de mal à le retenir. Donc, mettre tout ça en contexte et les bosser, les lire dans des textes, il n'y a rien de mieux pour les travailler. Voilà pour la petite présentation. Donc, je vous propose qu'on fasse la première partie du texte sur Léonard de Vinci. Et bien sûr, on va commencer par lire son nom directement en japonais. Alors, je zoome un tout petit peu pour que vous l'ayez. C'est ce qui est écrit là en katakana en orange, donc de haut en bas. Je vous laisse essayer de deviner comment on prononce Léonard de Vinci en japonais. C'est parti, vous pouvez me l'écrire dans le chat, donc vraiment cette fois en phonétique, comment vous prononcez tous ces katakana en japonais. Comme ça, j'en profite pour boire un petit coup le temps que vous décodiez ces katakana. Et effectivement, comme dit Pascal, il y a un petit katakana un peu spécial qui s'est glissé là-dedans. Est-ce que vous allez le reconnaître ? Voyons voir.
Ouais, ok, super. Ben, globalement, vous l'avez, hein, nickel. Donc, on va le lire ensemble. On a ici ré, o, na, ru, do. Ici, vous voyez, on a un petit point médian qui permet de couper en fait les noms. Parce que les Japonais ne peuvent pas savoir où s'arrête le prénom et où commence le nom de famille. Donc, ils vont mettre des points médians comme ça au milieu pour séparer tous les noms. Donc, ici, on a Leonardo, Leonardo. Ici, on a Da. Et en troisième, on a ici, c'est celui-là qui est un petit peu spécial, hein, c'est un U avec des ten. Donc ça, c'est un katakana qui est récent dans la langue japonaise pour retranscrire le V. Puisque le V de base, c'est un son qui n'existe pas en japonais. Il n'y a aucun mot japonais avec le son V. Donc le E plus ten, ça donne V. Et on va rajouter derrière un petit I pour faire le son Vi. Donc ici, ça fait Vi, Ti. Sauf que, comme les Japonais n'ont pas le son V dans leur langue de base, ils n'arrivent pas à le prononcer. Donc le V, ça va toujours ressortir comme un B dans la bouche d'un Japonais, ce qui fait qu'ils vont le prononcer plutôt binchi. Par contre, l'avantage de ça, c'est qu'on sait que dans la langue d'origine, c'était bien un V, donc on comprend que c'était Vi de base. Si on le prononce en entier, ça nous donne Leonardo da Vinci. Vinci, vraiment prononcé à la japonaise. Leonardo da Vinci. Donc je pense que ça, c'est pas si éloigné de l'italien en vrai. J'ai jamais fait italien, mais j'imagine que les consonances italiennes sont pas si éloignées de ça. Vous me direz s'il y a des gens qui parlent italien ici. Donc ça, bien sûr, évidemment, c'est ce qu'on va voir pendant toute l'histoire. Donc Leonardo da Vinci. Je vous propose qu'on lise tout le reste. Donc, dans ce livre, on a différentes catégories en fonction des personnages. On a des catégories pour les personnes qui sont plutôt scientifiques, les personnes qui ont œuvré pour la paix dans le monde, les personnes qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Et Léonard, il est rangé dans la catégorie qui est là-haut. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez voir les petits furigana ici. On a 2 mots ici. On a un premier mot avec 2 kanji, un deuxième mot avec 2 kanji. Donc essayez de les lire. Si jamais vous êtes déjà plus avancé en kanji, peut-être que vous les connaissez. Auquel cas, bravo. Alors, comment vous prononcez ces 2 mots-là? Est-ce que vous les reconnaissez? Ça, c'est 2 mots-clés qui vont être dans le champ lexical, on va dire, de Léonard de Vinci. Donc c'est intéressant. On a effectivement... C'est ça, le deuxième, qui est bunka. Bunka, donc bunka, ça veut dire la culture. Si vous avez fait la formation Objectif Japon, vous connaissez déjà mon concept de bunka point, donc les points culture. Bunka pointo, donc c'est pour vous apporter des cours de culture, justement, en plus de tout ce qu'on voit en langue dans Objectif Japon. Bunka pour la culture. Et le premier, est-ce que vous le connaissez? Ouais, c'est ça, c'est Geijutsu. Jutsu, c'est le même jutsu que dans plein d'arts martiaux différents, même c'est le même jutsu aussi que dans le ninjutsu par exemple. C'est tout ce qui est les techniques. Et Gei, devant, c'est les arts, comme dans Geisha par exemple. Donc Geijutsu, en fait, c'est les arts vraiment très vagues, c'est tout type d'art. Donc Geijutsu, bunka, les arts, la culture, o umidashita hito. Hito, ça par contre, c'est vraiment un mot basique à absolument connaître dès votre début en japonais. On le voit tout de suite, on le voit dès la leçon 1 dans Objectif Japon. Hito, c'est les personnes, une personne ou des personnes. Donc la catégorie ici, c'est les personnes qui ont la culture et les arts. On a un verbe ici qui est umidashita. Sa forme dictionnaire, c'est umidasu, qui veut dire donner naissance, créer ou produire ou autre. Donc en gros ici, Léonard de Vinci, il est rangé dans la catégorie des personnes qui ont donné naissance ou qui ont façonné la culture et les arts.
Ici, on a la particule de COD, O, qui s'écrit wo et qui se prononce plutôt O. Voilà pour la catégorie. Donc là, c'était juste un petit complément, mais c'est vraiment pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe sur cette page. Et ensuite, on a un mini résumé juste à côté de Léonard de Vinci. On va lire ensemble parce qu'il y a plein de mots-clés intéressants. Et tout ça, c'est vraiment du niveau, en tout cas jusqu'au dernier mot, on va dire, c'est du N5, N4, quoi. Vraiment, c'est des choses que, en tout cas, que vous êtes capable de comprendre après avoir fait nos formations. Donc, si on les lit ensemble, je vais zoomer un tout petit peu. On va déjà faire la première partie de la phrase. Donc, on peut essayer de dire ensemble. E mo ongaku mo hatsumei mo. Là, est-ce que vous reconnaissez des mots? Il y a deux mots ici, deux mots-clés qui sont au niveau GLPT5. On a hatsume qui est un tout petit peu plus avancé, mais peut-être que vous le connaissez. Et surtout, on a une particule. Particule qu'on voit dès la leçon 1, pareil dans l'objectif Japon. Exactement, donc e, c'est tout ce qui est le dessin, la peinture. Ongaku, c'est la musique. Et on a hatsume, c'est effectivement les inventions. Bien joué. Et ensuite, on a la particule mo pour dire aussi. Donc là, c'est que ce soit la peinture, le dessin, la musique aussi, les inventions aussi. Nandemo dekita sugoi tensai. Nandemo dekita. Nandemo dekita. Nandemo, c'est tout, qu'importe, absolument tout, hein, vraiment n'importe quoi. Dekita, c'est le verbe dekiru, dekimasu, être capable, pouvoir faire quelque chose. Là, il est conjugué à la forme passée. Donc, il pouvait tout faire, en fait. Hein, il pouvait faire n'importe quoi. Sugoi tensai. Sugoi, ça je pense que c'est un adjectif que vous connaissez, vous avez déjà entendu. Hein, c'est vraiment incroyable, extraordinaire. Et tensai, c'est un génie. Donc, Léonard de Vinci, c'est un génie incroyable qui était capable de tout faire, que ce soit de la peinture, du dessin, de la musique ou bien encore des inventions. Voilà le résumé de ce titre, donc la petite mise en bouche sur Léonard de Vinci. Est-ce que sur cette page de titre, il y a d'autres questions ? J'ai pas traduit en bas. Hein. En bas, c'est tout simplement le nom de la personne qui a écrit et le nom de la personne qui a fait les dessins. Mais je vais pas traduire leur nom et prénom. C'est moins intéressant. Sinon, pour le reste, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas forcément expliquées ? Je crois que j'ai fait le tour, mais on sait jamais. En termes vraiment de mots à retenir pour les grands débutants, donc vraiment JLPT 5, donc les personnes qui sont potentiellement dans la formation objectif Japon. Hein. En termes de mots-clés, on a bunka, la culture, hito, les personnes, et tout ce qui est dessin, peinture, ongaku, la musique. Dekiru, vous allez l'apprendre ce verbe, hein, dekiru, dekimasu, c'est pouvoir être capable de. Et sugoi pour incroyable. Les N4, concrètement, vous pouvez tout retenir. Pour l'anecdote, quand j'ai vu Tensai la première fois, je pensais que ça parlait d'un génie, comme dans Aladdin. Alors là, c'est vraiment quelqu'un qui a du talent, vraiment, qui est génial au sens premier du terme. Ok, ben à ce compte-là, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va pouvoir attaquer la première page. Alors, ne prenez pas peur, il y a beaucoup de texte, mais vous en êtes capable et vous allez voir que c'est pas si compliqué. En fait, c'est juste que la page d'à côté... Ah non, je crois que dans le livre, oui, ça, c'est à côté de ça. C'est pour ça, en fait, on a une page avec une grande photo, illustration, et puis ensuite, on a le texte. Donc, on va attaquer la première partie, ici. On va déjà se concentrer là-dessus. Et vous allez voir, les phrases sont pas forcément très compliquées. Il y a beaucoup de vocabulaire niveau débutant que vous allez reconnaître facilement.
Et puis pour le reste, on va expliquer. Alors, on commence en haut à droite, comme d'habitude, et puis on descend, comme ça, en colonne, de droite à gauche. C'est parti, essayez de lire avec moi et de reconnaître, il y a plein de kanji vraiment débutants. Leonardo da Vinci wa. Ici, on a quelque chose déjà qui est intéressant. Qu'est-ce qui est écrit? À votre avis, c'est quoi? Regardez bien tous les kanji et regardez bien ce qui suit. Qu'est-ce que c'est à votre avis, ça? C'est une année, effectivement. Vous avez reconnu le kanji nen pour l'année. Et c'est quelle année exactement? C'est ça. En fait, on va mettre uniquement les kanji des 4 chiffres. Donc là, c'est le kanji du chiffre 1, 4, 5, 2. Donc ça fait 1452 l'année, donc en année 1452. Et comment on prononce ça en japonais? Eh bien, donc ce sera sen yonhyaku goju-ni nen. Dans l'année 1452. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien les kanji. C'est vraiment des kanji qu'on voit dès le début. En tout cas, ça fait partie des premiers kanji qu'on apprend, les chiffres et ensuite tout ce qui est année, mois et jour. Donc le 4e mois, le mois numéro 4. Et comment on le prononce en japonais? Faites attention. Là, on avait dit yonhyaku, mais là, par contre, ce sera shigatsu. Le mois d'avril, je vous rappelle, c'est shi. Shigatsu, le 4e mois, le mois d'avril. Jugo nichi, le 15e jour. Donc le 15 avril 1452. Donc c'est bien, ça fait réviser et les chiffres et les années, jours, mois, c'est parfait. Italiano. Allez, je vous laisse essayer de... je vais pas vous spoiler tous les katakana. Italia, c'est l'Italie, bien sûr. Et après, on a le nom de la ville en katakana. Alors là, je vous laisse essayer de le lire. Pareil, essayez de me donner la version phonétique de ça. Ouais, en kanji, c'est facile. Quand on connaît les kanji des chiffres, derrière, il n'y a plus aucun secret pour les dates. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement un grand feu avec un petit i. Donc, les deux ensemble, ça fait fi, comme dans mon prénom Sophie. Pour faire le fi, c'est un grand feu avec un petit i. Re, tsu avec un petit e. Donc, les deux ensemble, ça fait tse, dze. Il n'y a pas les ten, donc tse plutôt. Ce qui donne Firenze. Firenze. Alors c'est pareil, encore une fois, j'ai jamais fait italien, mais normalement c'est la ville de Florence, prononcée à l'italienne Firenze peut-être. Je ne saurais pas vous dire en italien, en tout cas là en japonais c'est Firenze. Donc la ville de Florence en Italie. No nishi. Nishi, ça c'est un mot important. Le kanji aussi, on le voit dans la formation GLPT. On le voit dans la formation Objectif Japon et je crois qu'on en reparle dans le GLPT 4. Nishi, donc ça c'est l'ouest, la direction l'ouest. Ni aru. Et là encore une fois on a des katakana, mais c'est les mêmes que son nom de famille, c'est Vinci. Vinci mura de umaremashita. Mura, ça c'est un mot important, c'est le village. Donc dans le village Vinci, de, c'est la particule de lieu dans lequel il a fait l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est umaremashita. Il est né. Umareru, umaremas, c'est naître. Donc là, ici, au passé. Ce qui nous donne, en ce qui concerne Léonard de Vinci, le 15 avril 1452, il est né dans le village de Vinci, qui se situe à l'ouest de la ville de Florence, en Italie. Voilà pour cette première phrase. Si ça vous paraît compliqué, vous reprendrez tranquillement chaque partie, parce que ça, c'est vraiment quelque chose en termes de grammaire, c'est du JLPT 5.
vraiment, à la fin de la formation GPT-5, vous savez faire ce genre de phrases en termes de particules, en termes de placement, etc. C'est des choses qu'on a vues. Et alors, j'ai vu plusieurs questions. J'ai vu dans les cours, on apprend que moi, c'est getsu. Là, je vois que c'est gatsu. Non, on apprend que c'est gatsu. C'est bien ichigatsu, nigatsu, sangatsu, etc. Getsu, c'est la prononciation que tu retrouves, donc de ce kanji, dans getsuyobi, le lundi. Donc, c'est le même kanji de la lune. Il se prononce getsu quand c'est getsuyobi pour le lundi. Et c'est gatsu quand c'est les mois de l'année. Donc, c'est un petit peu subtil. Quasiment pareil, mais c'est différent. C'est la même chose, mais en différent. Donc, non, dans les cours, c'est bien correct. Et il y avait une autre question, est-ce qu'on écrit les dates en chiffres le plus souvent? Non, de nos jours, on va beaucoup les écrire comme chez nous, en fait, en chiffres arabes. Le fait de l'écrire en kanji, ça donne un côté plus traditionnel. Donc là, pourquoi pas. Et sinon, on le voit par exemple sur les flyers, les posters qui annoncent des événements ou autres. Quand c'est écrit en kanji, c'est souvent que c'est des événements un peu traditionnels. Quand c'est écrit en chiffres arabes, c'est tout en fait. C'est genre des concerts, des festivals, des trucs comme ça. C'est très courant. Pas de souci. Pourquoi aru et pas iru? Effectivement, ça a été répondu juste après, mais je peux le dire à voix haute pour tout le monde. Hein. Aru parce que c'est un village. Donc, c'est un village qui se situe à l'ouest de Florence. Aru parce qu'effectivement, le village, c'est pas un être vivant. C'est arimas. Arimas, hein, c'est pour tout ce qui est pas vivant et qui se bouge par lui-même. Donc, iru, imas, c'est pour les animaux, les humains. Aru, arimas, c'est pour tout le reste. Non, là, ça se rapporte au village, puisque c'est vraiment le village qui est qualifié par ce verbe. Donc ça, on a un cours là-dessus, hein, à la fin d'Objectif Japon, c'est un nom qualifié par une phrase. Donc là, on a qualifié le village donc Vinci, qui se situe à l'ouest de Florence, en Italie, et c'est dans cet endroit-là qu'il est né. Cette première phrase, elle est hyper intéressante, hein, il y a déjà plein de choses à dire. Donc c'est vraiment une très très bonne référence pour du niveau GLPT5, tout ça. À bosser avant l'examen, par exemple, c'est parfait. Alors, on continue. On continue avec Kodomo no koro kara e o kaku koto ga daisuki de mi no mawari no hana ya kusa ya iroiro na mono o takusan kakimashita. Je relis un tout petit peu plus vite. Kodomo no koro kara e o kaku koto ga daisuki de mi no mawari no hana ya kusa ya iroiro na mono o takusan kakimashita. Là, je pense que globalement, vous avez au moins les mots-clés, pour les élèves en tout cas qui ont déjà un petit peu de vocabulaire, hein, bien sûr, en japonais, mais il y a plein de mots-clés qui sont ressortis, qui peuvent vous donner déjà une idée de qu'est-ce qu'on raconte. Est-ce que vous avez compris certains de ces mots-clés ? Ouais, super. Alors, effectivement, on a takusan qui a été répété 2 fois, donc takusan qui veut dire beaucoup. Kodomo qui veut dire enfant. Daisuki qui veut dire adoré. C'est ça. Et, donc, et c'est le même et que tout à l'heure, hein, les dessins, les peintures. Et au kaku, donc dessiner, faire des dessins, faire de la peinture. Ouais, mawari, effectivement, ça va être les alentours. Je vais le mettre dans une expression après, un mino mawari, mais concrètement, c'est pas faux ce que tu dis. C'est ça. C'est ça. Bon, globalement, vous avez quand même pas mal compris. On a hana, effectivement, pour les fleurs. On a kusa pour les
l'herbe, tout ça. Ok, bah écoutez, on va traduire. Hein. Donc, kodomo no koro kara. Koro, c'est l'époque, une période, une époque. Donc, kodomo no koro, à l'époque où il était enfant, kara, à partir de. Donc, depuis qu'il est enfant, hein, depuis l'époque de son enfance. Et o kaku koto, le fait de. Donc là, à nouveau, c'est dessiner ou peindre, hein, c'est les deux, ça va ensemble. Donc, le fait de dessiner ou de peindre des tableaux, ga daisuki, il adorait ça. Daisuki de, on met un de pour pouvoir enchaîner, puisque daisuki, c'est un adjectif en a. Donc, pour enchaîner avec autre chose, on va mettre de. Donc, il adorait dessiner ou peindre des tableaux. Et donc, mi no mawari. Mawari, effectivement, c'est les alentours. Mi, c'est le corps. Ici, on va considérer que c'est soi. Alors, mi no mawari, ça peut être effectivement autour de soi. Ça peut être aussi, dans le sens, ses propres affaires. Mais comme derrière, on a des fleurs et de l'herbe, je pense que c'est plutôt autour de lui dans ce sens-là. Donc, mi no mawari no hana ya kusa. Donc, des fleurs ou bien de l'herbe. Hein. Le ya, c'est une liste non exhaustive de choses. Donc, il y avait des fleurs, il y avait de l'herbe autour de lui. Ya iroiro na mono. Iroiro, c'est un adjectif en na qui veut dire divers, varié. Mono, des choses. Donc, des fleurs, de l'herbe et diverses choses autour de lui. Oh! Donc, O, particule de COD. Taksan, taksan, donc beaucoup, kakimashita, dessiner, peint. Donc depuis qu'il est gosse, il adore dessiner et il a beaucoup dessiné ou peint plein de choses autour de lui, que ce soit des fleurs, de l'herbe ou encore plein d'autres trucs. Tout simplement. C'est ça. Donc là, encore une fois, il y a plein de choses à retenir par rapport à votre niveau. En termes de niveau débutant, on a plein de mots et de grammaire intéressantes. Ici, vous voyez qu'on a des petits crochets. Ça signifie qu'il y a quelqu'un qui parle. Est-ce que je zoome un peu plus ou c'est trop zoomé? Ouais, on perd un tout petit peu. Ok. Alors, on a quelqu'un qui parle et on a une première phrase ici. Si je me trompe pas, je pense que ça, en premier, ça doit être son père qui parle et en deuxième, ça doit être sa mère. On va regarder ça ensemble. Donc, c'est probablement ça, hein, c'est pas défini à 100%, mais vu le contexte, je pense que c'est ça. Oya, Leonardo ga mata e o kaite iru na. Hidari kiki no kuse wa naoran no ka. Donc, oya, c'est juste une petite interjection comme ça, genre oh, oya. Leonardo ga, donc Leonardo, c'est le sujet de la phrase. Mata, à nouveau, encore. E o kaiteiru, être en train de dessiner ou de peindre. Et le na à la fin, c'est une petite interjection de plus, quoi. Genre, oh, et encore en train de dessiner. Hidari kiki. Alors, ça, c'est un mot qui est assez rigolo, que vous pourrez retenir potentiellement, mais le plus important, c'est hidari. Hidari, c'est la gauche, contrairement à migi, qui est la droite. Hidari kiki, ça veut dire être gaucher. Être gaucher, à la différence d'être droitier. Donc, hidari kiki no kuse. Kuse, ça veut dire une manie, une habitude, plutôt dans le sens négatif du terme en général. Donc, sa mauvaise habitude d'être gaucher, là, wa naoran no ka. Donc là, il mange un petit peu ces mots pour dire naoranai no ka ou naoranai no. Il l'a pas encore... sa mauvaise habitude d'être gaucher, là, il l'a pas réparé, il a pas soigné ça, puisque à l'époque et même pendant longtemps, c'était mal vu d'être gaucher, c'était souvent associé à plein de qualités mauvaises qui n'ont aucune raison d'être. Mais en tout cas, pendant longtemps, être gaucher, c'était mal vu. Donc, le fait que Léonard de Vinci soit gaucher, ça pose problème à son père.
Et du coup, il dit, du coup, il a toujours pas réparé ça, quoi. Ça a toujours pas guéri, en fait, sa mauvaise habitude. Là, a priori, c'est sa maman qui parle. On a un petit tic de langage féminin. On va voir ça ensemble. Donc la maman, elle répond « Eh, demo, hontou ni jouzu desu wa. Kono ko wa geijutsuka ni muite iru kamoshiremasen yo, anta. » Donc, donc oui. Alors ça, c'est intéressant de voir ça parce que son père, il dit « c'est toujours pas guéri, là, son truc. » Et sa mère, elle répond « oui. » Nous, en français, on répondrait « non. » Non, il n'est pas guéri. Les Japonais vont répondre « oui, il n'est pas guéri ». Donc ça, c'est souvent source de malentendus entre les francophones et les Japonais. C'est que là où nous, on va dire non, les Japonais vont dire oui. Donc faites très attention à ça. Et d'ailleurs, les Japonais ont beaucoup de mal à comprendre le mot si. Si, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Si, c'est comme ça. Donc voilà, typiquement pour ça, les Japonais vont dire oui en fait. Oui, dans le sens, effectivement, ce que tu me dis, oui, c'est le cas. Il n'a pas guéri. Donc, oui. Donc, oui, il n'a pas guéri sa mauvaise habitude de gaucher. Demo, mais, hontou ni, vraiment, jouzu desu. Jouzu, donc être doué, être habile, être vraiment bon dans ce qu'il fait. Hontou ni jouzu desu. Il est vraiment très bon. Donc effectivement, il n'est pas guéri de son gauchisme, on va appeler ça comme ça, mais il est vraiment très doué. Et on a la particule wa à la fin, qui est la particule, c'est un petit peu l'équivalent de yo, mais plutôt féminin. Donc c'est pour ça que je pense que c'est sa maman qui parle. Et ce qui confirme, a priori que c'est bien les deux parents qui parlent, c'est que derrière on nous dit donc konoko, donc cet enfant-là, wa geijutsu ka. Geijutsu, vous vous rappelez, c'est l'art. Et ka, derrière, quand on a le ka, c'est le même ka que dans mangaka, par exemple. Un spécialiste du manga. Et bien là, geijutsu ka, un spécialiste des arts, en fait, c'est un artiste. Ni muite iru. Ça veut dire se tourner vers cette carrière-là. Donc il va probablement se diriger, se tourner, en fait, vers une carrière d'artiste. Kamoshiremasen. Kamoshiremasen, ça c'est une forme grammaticale qu'on développe dans la formation GLPT4 pour dire peut-être. Donc peut-être qu'il va se tourner vers une carrière d'artiste. Yo. Donc on insiste un peu dessus. Et à la fin, on a anata. Anata qui est donc le sujet pour dire toi, tu. C'est un pronom personnel, toi, tu. Mais je vous rappelle qu'on n'utilise quasiment jamais anata en japonais. Quand on connaît le nom de la personne, il faut absolument utiliser le nom de la personne plus san comme sujet dans vos phrases. Quand vous parlez à un japonais, vous lui dites pas anata, c'est vraiment pas poli. Vous lui dites, je sais pas, Yamada-san. Yamada-san wa. Donc pourquoi est-ce qu'on a un anata à la fin ? Eh bien, vis-à-vis d'une personne qu'on connaît pas trop, c'est pas poli d'utiliser anata. Par contre, au sein d'un couple, c'est très fréquent que la femme appelle son mari anata, et là, auquel cas, c'est beaucoup plus affectueux. Donc c'est pour ça qu'on peut deviner que la deuxième personne à parler, c'est la maman, puisque là, avec anata, on a une relation de couple. On a le wa qui fait bien penser que c'est la femme, et donc, derrière, on se doute que c'était plutôt le papa qui utilisait des oya, na, ce genre de choses. Voilà, j'espère que c'est assez clair ce que je vous raconte. Sinon, vous me demanderez. En attendant d'avoir de potentielles questions, j'enchaîne. Je continue avec la partie suivante. Et là, on a à nouveau des crochets. Donc, ce qui veut dire que c'est à nouveau, a priori, plutôt le papa qui enchaîne. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le papa, il dit « Washi no ato o tsugasetai ga gakkou de wa raten go mo sugaku mo nigate no you da shi na. Semete ginkouin ka shounin ni natte kurereba ii no da ga. » Alors là, en termes de vocabulaire, vous allez peut-être reconnaître certains mots. Il y en a qui sont faciles à deviner.
En termes de grammaire, on est peut-être plutôt sur du N4. Donc, parmi tous les élèves qu'il y a dans le chat aujourd'hui, vous allez peut-être pouvoir vous entraider. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez reconnu ici? Effectivement, il y avait sugaku. Sugaku, vous voyez, le gaku, c'est le kanji des études. Su, c'est le kanji des chiffres. Étudier les chiffres, bah forcément, hein, c'est les maths. Donc, sugaku, les mathématiques. Ratengo, effectivement, le go ici, c'est le go des langues, comme dans Nihongo, Furansugo, Eigo, etc. Raten, devant, c'est le latin. Donc, Ratengo, c'est la langue latine. On avait effectivement Gakko pour l'école, juste au-dessus, là. Gakko de wa, Ratengo mo, Sugaku mo, nigate. Est-ce que vous avez reconnu d'autres mots? Normalement, Ginko-in, c'est un mot que vous connaissez, ça. Ginko-in, c'est vraiment l'un des tout premiers métiers qu'on apprend. En tout cas, c'est un métier assez courant. Enfin, assez courant. Dans la vie de tous les jours, oui, quand même un peu, mais dans les cours de japonais, on le croise souvent, lui. C'est effectivement quelqu'un qui travaille à la banque. Banquier. C'est ça. Ginko, c'est la banque. In, c'est l'employé. Ok. Eh bien, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc là, le père, il bougonne un peu comme ça. Washi. Washi, c'est une manière un petit peu old school de dire watashi. Donc là, c'est pour dire je. C'est souvent comme ça qu'on fait parler les personnes âgées. Donc, washi, watashi, si vous voulez. Hein. Washi no ato. Ato, c'est après. Donc, après moi, en fait. Hein, ma succession, en fait, ça va être washi no ato o tsugasetai ga. C'est ça, le jeu de vieux. C'est un petit peu ça. C'est ça. Donc là, ici, on a tsugasetai. Alors, tsugasetai, ici, on est à la forme causative. Donc là, c'est des révisions plutôt de JLPT 4. Je ne vais pas m'étendre dessus sur la transformation des verbes au causatif parce que vraiment, c'est un cours entier. On ne pourrait pas le faire en 2 minutes. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le verbe tsugu qui veut dire donc succéder, hériter de quelque chose. Et là, du coup, tsugasetai, il a la forme en taille. Donc c'est pour dire je voudrais le faire hériter de ce qui arrive après moi, en fait. En gros, je voudrais qu'il hérite de ma suite, quoi. De la suite de ce que je fais. Ga, mais Gakko de wa, à l'école, Ratengo mo, que ce soit le latin ou bien Sugaku mo, les maths aussi, donc le latin aussi, les maths aussi, nigate. Nigate, ça veut dire ne pas être bon dans quelque chose, c'est pas son truc, vraiment, soit parce qu'il y arrive pas, soit parce qu'il aime pas ça. Donc c'est pas son truc. Le latin et les maths, c'est pas son truc. Nigate no yo da. No yoda, ça veut dire que apparemment c'est le cas. En tout cas, c'est ce qu'il a entendu que apparemment il est pas bon ni à l'école, enfin ni en latin ni en maths à l'école. Ensuite, on a la forme en si. La forme en si, ça c'est pareil, on en parle dans la formation GLPT4 pour avancer des arguments. Donc là, il avance cet argument-là et vraiment derrière en mode j'aimerais bien qu'il prenne la suite, hein, qu'il hérite de la suite de ma carrière, mais visiblement à l'école, il est ni bon en latin, ni bon en maths. Donc bon, semete, au moins, au minimum, ginko-in, donc employé de banque, ka, ou bien shonin. Shonin, c'est tout ce qui est les commerçants, les marchands. Ninate kurereba ii no daga. Donc ce serait bien s'il pouvait au moins devenir soit banquier, soit marchand, ce serait déjà pas mal, quoi. C'est ça, il est pas bon à l'école, ouais, exactement. En tout cas, il est pas bon en latin et en maths, donc
de ce fait, c'est un peu chaud pour... Enfin, le père, il se dit, c'est un peu chaud pour qu'il prenne ma succession. Donc, j'aimerais bien, ce serait vraiment bien, s'il pouvait au moins devenir banquier ou bien marchand. Et ici, donc, on a la forme en nate pour le verbe naru, narimasu, devenir, combiné à kureru, pour je serais reconnaissant de ça, combiné à la forme en ba, i. Donc, s'il faisait ça, ce serait bien. Si au moins il y avait ça, ce serait bien. Donc tout ça, c'est des combos qu'on développe entre le N5 et le N4. En tout cas, le résultat à la fin, c'est plutôt de niveau GLPT4. Je continue avec Leonardo no otousan wa jinushi de mura no yakunin o shite imashita. Donc Leonardo no otousan, otousan, c'est donc le papa, le père de Leonardo, en ce qui concerne son père, jinushi de, alors là c'est pas du tout un mot à retenir, par contre les kanji peuvent vous aider à comprendre, hein, si vous êtes déjà plutôt au niveau N4, N3, vous avez peut-être déjà croisé ces kanji là. Le di c'est la terre, le sol, et le nushi c'est le nushi qu'on va retrouver dans tout ce qui est quelqu'un qui possède quelque chose, donc en gros il possède de la terre. Qu'est-ce que je m'étais noté en français? Ouais, propriétaire foncier. Donc, je sais pas exactement l'équivalent pour l'époque, hein, mais en gros, c'est vraiment quelqu'un qui possède de la terre. Donc, il est propriétaire foncier, propriétaire terrien, quoi. Il possède des choses. Et donc, il est propriétaire foncier et mura no yakuni wo shite imashita. Et donc, son métier, c'est d'être... En fait, il est... on va pas dire fonctionnaire, hein, mais il est officier, enfin en tout cas il travaille pour le village donc de Vinci, village de Vinci en fait, hein, tout simplement. Donc il travaille probablement dans les bureaux ou dans l'administration ou quelque chose comme ça. Et il est propriétaire de terre. Shikashi, mais cependant, musuko ni e no sainou ga aru to wakaru to geishitsuka ni suru tame. Là, on va reprendre les katakana du début, hein, c'est toujours Firenze, donc Florence, la ville de Florence en Italie. Firenze no gaka Verrocchio ni deshi iri o sasemashita. Alors là, il y a des termes un peu plus compliqués à la fin, je vais vous aider. Donc, le père, il fait ça dans sa vie, mais cependant, musuko ni e no sainou ga aru to wakaru. On va déjà s'arrêter là. Donc, musuko, c'est son fils. Ça, c'est un mot important. Musuko, le fils. Musuko ni e no sainou. C'est le même sai que dans Tensai, le génie. Là, sainou, c'est des capacités, en fait, vraiment de génie, un talent. Vraiment un talent. Donc, Eno Saino, un talent pour la peinture, pour le dessin, ga aru. Il y a un talent pour la peinture chez son fils. To wakaru. Donc le père, c'est lui, hein, le thème de la phrase. Donc en ce qui concerne le père de Leonardo, son père, il comprend, il sait que son fils a un talent dans le dessin, dans la peinture, et donc, geishitsuka ni suru tame, afin d'en faire un artiste, donc vraiment que ce soit sa profession, afin, dans le but d'en faire un artiste, eh bien, Firenze no gaka, le peintre de Florence, Verrocchio, donc ça c'est ses katakana, et son nom en français c'est Verrocchio, avec un V pour le coup. Donc Verrocchio, c'est le nom du peintre. Ni deshi iri o sasemashita, il l'a fait rentrer parmi les disciples du peintre de Florence, donc Verrocchio. C'est ça, un apprenti, c'est ça, un disciple, un élève, un apprenti, exactement.
Donc encore une fois, il n'y a pas besoin bien sûr de tout retenir. Hein. Tout ce qui est plus complexe, les mots de vocabulaire que vous pensez ne jamais recroiser, ou en tout cas pas dans la prochaine année, on va dire, vous les mettez de côté. Pareil pour la grammaire. Si c'est pas de la grammaire adaptée à votre niveau, il n'y a aucun problème. Vous aurez tout le temps de voir ça plus tard. Par contre, il y a quand même plein de mots hyper intéressants. Il y a plein de kanji aussi hyper intéressants. En termes de grammaire, il y a plein de particules. Enfin voilà, il se passe plein de choses dans ce texte qui sont vraiment adaptées soit sur du N5, soit sur du N4. Donc je vous invite vraiment à reprendre ça tranquillement. Là, on dégrossit déjà ensemble. Mais derrière, vous pourrez regarder le replay à nouveau. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions ici sur cette première partie du texte? Donc ici, le taux, c'est donc en comprenant que son fils a un talent pour la peinture. Donc ça, c'est le deuxième taux. Et le premier taux, c'est vraiment qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris ça. Donc là, tu as du conditionnel et là, tu as ce qu'il a compris. Andrea Verrocchio, ouais, c'est ça. Donc là, c'est rigolo parce que le katakana, la katakanisation de son nom, à lui, c'est avec un B. Alors que en italien, c'est avec un V. Ensuite, elles sont 4 de la formation. Sur les loisirs, j'ai trouvé ça difficile. Est-ce que c'est normal? Oui. Ça veut dire que tu n'as même pas fait un quart du niveau JLPT. Donc, oui. Je ne vais pas te dire que c'est facile. Il te manque énormément de notions grammaticales pour pouvoir comprendre un texte comme ça. Donc, c'est pour ça, vraiment, à ton niveau, ce que tu vas repérer, c'est les particules. Il y a quelques particules que tu connais. On a croisé le mot, on a croisé le wa, on a croisé comme ça des petites particules à droite à gauche. Un petit peu de vocabulaire. Normalement, tu as reconnu et justement ongaku peut-être tout à l'heure. Et puis, juste fluidifier ta lecture en japonais. Mais bien sûr, là, un texte comme ça, vraiment, pour bien le comprendre, il faudrait au moins avoir fini la formation GLPT4. C'est pour être bien à l'aise, quoi. Donc bien sûr. Mais c'est bien, comme ça, tu pourras le reprendre dans 6 mois ou dans 1 an et tu te diras « Ah ouais, à l'époque, je comprenais rien. Et maintenant, je comprends plein de trucs. » Tu pourras justement comparer dans le temps. C'est nickel. Donc c'est pour ça, chacun s'adapte à son niveau. Dans les élèves qui sont là ce soir et dans les élèves qui vont regarder par la suite le replay, vous avez tous les niveaux possibles et inimaginables. Donc chacun adapte vraiment à son niveau. Si vous en êtes juste au kana, lire des katakana, c'est vraiment très très bien. Essayez de deviner c'est quoi les mots. C'est top. Eh bien écoutez, on va continuer avec la deuxième partie du texte. Donc pareil, ce qui peut être intéressant justement pour les grands débutants, vous pouvez essayer ne serait-ce que de deviner où s'arrêtent les mots. Parce qu'en japonais, vous voyez bien, il n'y a pas d'espace entre les mots. Donc déjà, essayer de comprendre où s'arrêtent les mots, c'est déjà un très bon premier exercice. Et identifier justement quand est-ce que c'est une particule, quand est-ce que c'est un verbe. Déjà rien que ça, c'est aussi un très bon exercice. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que moi-même, à mes débuts en japonais, je n'aurais jamais compris ce texte. Tout se passait par là. C'est normal. C'est absolument normal. Allez, on continue avec la phrase suivante. On a justement des kanji. Tiens, on a des kanji. Donc, c'est les kanji des chiffres. On les révise ensemble. Qu'est-ce que c'est ici? Je vous laisse le lire. Yes, bien joué. Effectivement, 14 ans. Donc 14 en japonais, ça se dit juyon. Juyon. 10 plus 4, 14. Juyon sai pour l'âge. Juyon sai de. Donc à l'âge de 14 ans. Verrocchio. Verrocchio, donc c'est le peintre, c'est Verrocchio, chez qui il est allé se former. Donc Verrocchio no deshi ni natta. Il est devenu donc son disciple. Leonardo wa. Vous voyez ici, Leonardo, c'est le thème de notre phrase. Et le thème de la phrase,
il arrive que là, il arrive juste avant la virgule. Ce qui veut dire que tout ce qu'il y a avant le thème, c'est des choses qui qualifient ce thème. Donc encore une fois, on en revient au cours d'Objectif Japon. Un nom qualifié par une phrase, on apprend justement à faire ce genre de phrase pour qualifier un nom avec tout ça. Donc Leonardo, qui est devenu le disciple de Verrocchio à l'âge du coup de 14 ans, et bien en ce qui le concerne, qu'est-ce qu'on nous dit? Sannen tatsu to minarai kara sensei no joshu ni nari, sarani 3年のちには, là on a des petits crochets, donc c'est l'équivalent des guillemets pour le coup, maestro という一人前の資格を取りました. Alors là, pour le coup, on a vraiment du vocabulaire un peu plus avancé. Donc, vous n'aurez pas du tout besoin de retenir tout ça. Je vais quand même, par contre, vous expliquer ce qu'on nous dit. Donc, à l'âge de 14 ans, Leonardo, qui est devenu le disciple de Verrocchio, eh bien, sannen, ça c'est important, hein, 3 ans, 3 années, sannen tatsuto. Donc, il y a 3 ans qui se sont écoulés. Donc, 3 ans, c'est cool. Pour que minarai, là on a un combo de 2 verbes que vous connaissez peut-être. On a le premier qui est miru, mimas, regarder. Et narau, naraimas, apprendre. Donc minarai, c'est tout simplement apprendre en observant. Donc il regarde et il apprend. Minarai, j'en suis où là? Minarai kara, donc à partir de justement cet apprentissage en regardant, en 3 ans qui se sont écoulés, eh bien, sensei no joshu, joshu c'est un assistant, l'assistant du prof, ni nari, il est devenu assistant du professeur, donc il est plus seulement disciple, hein. En 3 ans, il a appris en regardant et il est devenu assistant. Sarani, et en plus de ça, après ça, eh bien, sannen no chi ni wa, donc il y a encore 3 ans qui se sont écoulés, et maestro toyu, donc maestro c'est le titre, maestro toyu qu'on appelle maestro, ichinin mae no shikaku o torimashita. Donc ichinin mae, alors c'est une expression qu'on peut croiser dans plusieurs contextes, mais en gros ça veut dire devenir autonome en soi. C'est soit devenir adulte, soit devenir autonome, soit devenir voilà, enfin, qualifié de quelque chose. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt ça, c'est plutôt une qualification, puisque shikaku, ça va être justement un titre, comme une certification. O torimashita, donc il a eu en fait ce titre, il a obtenu ce titre de maestro, puisque du coup, il est devenu autonome. Donc pour résumer, à 14 ans, il est devenu donc le disciple de Verrocchio. Ensuite, il y a 3 ans qui se sont passés durant lesquels il a minarai, donc il a regardé, il a appris en regardant. Il est ensuite devenu donc l'assistant du prof. Et en plus de ça, après 3 ans à nouveau, eh bien, il a obtenu le titre de maestro. Donc là, ce qui est intéressant, c'est peut-être plutôt déjà au moins de réviser les chiffres, hein, si vous en êtes encore un petit peu à l'apprentissage des bases. Réviser les chiffres, là on a vu l'âge, on a vu les années, tout ça. Donc vous piochez vraiment dans ce qui vous convient. Et donc ici, la particule, ouais, c'est pour dire donc à l'âge de 14 ans, il a fait ça. La forme en to-iu aussi peut-être qui est intéressante, hein, nani nani to-iu, donc quelque chose qu'on appelle nani nani. On a un cours dédié à ça aussi dans Objectif GLPT 4. Forme en to-iu. Donc il a obtenu la qualification qu'on appelle maestro. Ok, on continue avec Yoroppa de wa atarashii bunka katsudo Renaissance
が盛んだった時代です。Alors là, vous avez probablement reconnu les deux mots en katakana, j'espère. Le premier, c'est Yoroppa. Et le deuxième, c'est Renaissance. À votre avis, ça veut dire quoi, ces deux mots? Yoroppa et Renaissance. Yoroppa, Renaissance. C'est vraiment quasiment les mêmes mots qu'en français. Effectivement, donc l'Europe et la Renaissance, bien sûr. Yoroppa dewa, donc en Europe, ça c'est un mot important, hein, en Europe, atarashi, atarashi, ça c'est un adjectif important aussi, hein, c'est neuf, nouveau. Donc une nouvelle bunka katsudo. Bunka, on l'a vu, c'est la culture. Hop là, un truc qui tombe. Bunka, c'est donc la culture, et katsudo, ça va être une activité, donc là, c'est peut-être plutôt un courant culturel, donc une nouvelle activité culturelle, un nouveau pan culturel qui arrive, c'est la Renaissance. Renaissance. Ga sakan datta jidai desu. Donc, sakan, ça veut dire quelque chose qui est prospère, hein, qui fleurit bien, qui est florissant. Datta, c'était, c'est deshita à la forme neutre. Et jidai, c'est une époque. Donc, en Europe, c'est une époque qui est florissante avec la Renaissance, en tout cas, c'est florissant. Enfin, c'est une époque qui est florissante et du coup qui a un nouveau courant de culture qui s'appelle donc la Renaissance. Sakan, non, c'est pas le même kanji. Ce sera pas le même kanji que saku. Non. Par contre, c'est un bon moyen de le retenir. Si ça peut t'aider. Donc c'est une période florissante qui s'appelle donc la Renaissance, avec un nouveau courant, une nouvelle activité culturelle. Voilà. Ici, on a à nouveau des paroles. On a quelqu'un qui parle, et si je dis pas de bêtises, c'est son prof, hein, c'est Berokio. Berokio qui parle. Et il lui dit « Do da ne, Leonardo. Washi ga 今描いている壁画の中に天地を描いてみないかね描いてみないかね Donc, どうだね, Leonardo. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Leonardo? Washi, donc c'est encore une fois watashi, hein. Washi ga ima kaiteiru. Donc, ce que moi je suis en train de dessiner, hekiga. Là, on a un mot qui est composé de deux kanji. Alors, c'est des kanji plus avancés, mais si jamais vous les avez déjà croisés, on a le mur et on a la peinture. Donc, hekiga, c'est tout simplement une peinture murale, une fresque murale. Nonakani, à l'intérieur de la fresque, enfin de la peinture murale que je suis en train de peindre. Tenchi. Tenchi, ça c'est un mot que vous connaissez peut-être, hein, c'est un ange. Un ange ou des anges, parce qu'avec le japonais, on ne sait jamais si c'est singulier ou pluriel. Donc, tenchi o kaite minai kane. Kaite miru, ici c'est la forme en te miru, te mimas, qu'on voit aussi dans la formation objective GLPT4, hein, pour dire, est-ce que tu n'essaierais pas de faire ça pour voir ce que ça donne? Donc là, il pose la question au négatif, et c'est un petit peu une question rhétorique, hein, c'est, est-ce que tu voudrais pas essayer de peindre un ange dans la peinture murale que moi je suis en train de faire. Est-ce que ça te dirait pas, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tsuide ni ushiro no keshiki no aiteiru bubun mo omae ni makaseyo. Tsuide ni, et puis en plus de ça, tiens, au passage, ushiro no keshiki. Ushiro, c'est le fond, derrière. Keshiki, le paysage. Donc ça, c'est vraiment des mots importants, hein. Au Japon, vous allez vous en servir beaucoup, hein. Keshiki pour le paysage.
ushiro pour derrière. Ushiro no keshiki no aiteiru bubun. Bubun, c'est une partie. Donc une partie qui est vide. Donc dans le paysage à l'arrière. Cette partie vide là aussi, tiens, omae ni makaseyo. Makaseru, c'est le verbe pour dire donc confier à quelqu'un. Ça peut-être que vous l'avez déjà entendu pas mal de fois dans des animés. Makasero ou ce genre de choses. Makasete kudasai, voilà, laissez-moi faire ou je te laisse faire. Ce genre de phrase, on l'entend beaucoup. Donc, eh bien, est-ce que tu voudrais pas essayer de faire un ange dans cette peinture murale? Et puis, au passage, je te laisse aussi, je te confie aussi la partie vide, là, dans le paysage, au fond. Donc, vas-y, fais. Et là, on a Leonardo qui répond « Hai, sensei, arigatou gozaimasu » Je vous traduis pas quand même. « Zehi, yarasete kudasai » Zehi, à coup sûr, absolument, yarasete kudasai, laissez-moi faire. Donc laissez-moi faire, vraiment trop cool quoi. Ishokeme, de toutes mes forces, de vraiment, je vais mettre toute mon énergie. Kakasete itadakimasu. Donc là, il est très poli, il utilise la forme en te itadakimasu pour dire qu'il est extrêmement reconnaissant. C'est du keigo, on en parle aussi dans la formation GLPT 4. Donc, en gros, il dit laissez-moi peindre. Merci, en gros, de me laisser peindre. Je vais faire ça de toutes mes forces. Voilà, je vais mettre tout ce que je peux dedans. Donc, c'est vraiment une première opportunité pour lui de bosser sur un gros travail. Verrocchio no yurushi o ukete, Leonardo ga kaita tenchi no e wa hito kiwame datsu subarashii deki bae deshita. Alors là, on a du vocabulaire un tout petit peu plus avancé. Donc, Verrocchio no yurushi o ukete. Yurushi, c'est ici, ça va être dans le sens... donc, il a accepté, en fait, il a pris ce que Verrocchio lui a confié, en fait, ce qu'il lui a donné comme mission. Donc... Yurushi, ça peut être dans plusieurs sens, mais là, c'est plutôt dans le sens il lui a permis, en fait, il lui a permis de faire ça. Donc, il a pris ça, il a reçu ça, il a pris sa permission. Et Leonardo ga kaita tenchi, donc l'ange que Léonard a peint. Encore une fois, on a un nom qualifié par une phrase. Donc, l'ange que Leonardo a peint. No e, donc le dessin ou la peinture d'ange que Leonardo a fait. Eh bien, alors on ne sait toujours pas si c'est un ange ou des anges, mais on va partir du principe que c'est au singulier. Hitokiwame datsu. Hitokiwame datsu. Alors là, on a le verbe ici pour quelque chose qui se distingue vraiment, qui est particulièrement waouh, quoi, qui se distingue totalement des autres, qui se démarque, qui se fait remarquer. Mais datsu, mais c'est pour les yeux, et datsu, si on avait les kanji, ça pourrait aider un petit peu à comprendre, mais c'est sortir du lot en fait. Mais datsu, c'est se distinguer. Et hitokiwa, c'est dans le sens particulièrement, exceptionnellement. Donc, en gros, l'ange qui l'a peint, il s'est particulièrement fait remarquer. Et donc, subarashi dekibae deshita, c'était donc une magnifique, subarashi, c'était une magnifique réalisation, une magnifique performance. Voilà, il s'est vraiment fait remarquer avec cet ange. Je termine la lecture ici il reste quoi, 2 dernières phrases, et après on repasse en revue vraiment pour se focus sur ce qui va vous intéresser peut-être à un niveau plus débutant. Donc là on a le maître, donc Verrocchio, qui parle et qui dit « Oh, deshi no hou ga washi yori zutto
to umai to wa. Donc, oh, deshi, donc mon apprenti. No hou ga. No hou, ça on le voit dans la formation objectif Japon quand on fait le comparatif. Hein. Nani nani no hou, c'est qu'il y a plutôt un penchant pour ça. Donc on part plutôt de ce côté-là. Ah, bah du coup c'est plutôt maintenant c'est mon apprenti qui washi yori par rapport à moi zutto umai. Il est bien meilleur. Umai, c'est soit un synonyme de oishi hein, quand on mange quelque chose, soit c'est un synonyme aussi de jozu. Donc c'est vraiment, il est bon, il est excellent. Donc, en fait, maintenant, mon disciple est meilleur que moi. Il est bien meilleur que moi. C'est ça, l'élève a dépassé le maître, exactement. Donc là, son maître prend conscience de ça. Et donc, odoroita berokyo wa. Donc, berokyo qui a été odoroku, odorokimasu, qui a été surpris, qui a été étonné, hein, odoroita. Il a été étonné. Eh bien, sonotoki kara, à partir de ce moment-là, e o kaku koto o yamete shimaimashita. À partir de ce moment-là, e o kaku koto, donc le fait de peindre, de dessiner, o yamete shimaimashita, yameru, yamemasu, arrêter, formant te shimaimashita, totalement. Donc à partir de ce moment-là, Berokyo a totalement arrêté de peindre. Alors encore une fois, je dirais pas que c'est la vérité absolue, hein. Là c'est juste un livre racontant la vie de Léonard de Vinci. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, j'ai pas fait de recherche historique là-dessus. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le support de langue pour vous en japonais. Donc je vais pas rentrer dans les détails de savoir si c'est vrai ou pas. Par contre, ce qui est intéressant pour vous là dans cette deuxième partie, il y avait du vocabulaire un petit peu plus avancé, donc ça, on peut le laisser de côté, il n'y a aucun problème. Par contre, vous voyez qu'il y a souvent les mêmes mots qui reviennent. Hein. Et, on le voit tout le temps. Kaku, kakimasu, dessiner, peindre, on le voit tout le temps. Donc tout ça, c'est du vocabulaire à absolument maîtriser si vous ne le connaissez pas. Vous allez justement pouvoir l'associer à cette histoire et ça va vous aider à le mémoriser. Et ensuite, on avait plein de petits mots à droite à gauche, on avait la révision des nombres, on avait quelques verbes comme torimasu, prendre, kakimasu, dessiner, yamemasu, arrêter. On avait aussi plusieurs adjectifs intéressants comme atarashi, nouveau, subarashi, magnifique. Tout ça, c'est des choses qu'on voit dès le début dans la formation Objectif Japon. Donc vraiment, aller piocher comme ça à droite à gauche dans le texte, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Ok, bah écoutez, je reviens vers vous. Vous me dites s'il y avait d'autres questions. Si jamais il y en a là qui vous viennent pas tout de suite ou bien que vous regardez en replay ou quoi, vous pourrez les poster dans les commentaires. Et puis sinon, on continuera la prochaine fois sur notre lancée. Alors, en tout cas, moi je trouve que c'est super intéressant d'une part de se challenger avec d'autres textes. On a fait énormément de contes. On a fait des chansons, on a fait des petits mangas sympas, mais là, du coup, on attaque un autre style. Et je trouve que c'est intéressant de se dire je peux apprendre des choses directement en japonais. Je vous invite d'ailleurs à vraiment acheter des livres dans des domaines qui vous intéressent. Hein, si vous êtes passionné de sciences, si vous êtes passionné, je sais pas moi, d'animaux, de couture, de tout ce que vous voulez, avoir des livres. Alors plutôt quand même, je conseillerais des livres plutôt adaptés, soit pour les enfants, soit pour les collégiens. C'est quand même pas mal du tout pour ne pas avoir une grammaire et un vocabulaire trop complexe. Mais si vous pouvez en trouver en japonais là-dessus, c'est vraiment top. Ça va vous permettre de lire des choses qui vous intéressent. Et puis, moi, je suis très contente aussi de pouvoir partager tout ça avec vous. Et encore une fois, ne vous comparez qu'à vous-même. Là, dans le chat, vous avez tous des niveaux différents. Vous avez fait, pour certains, 2 semaines de japonais, pour d'autres, 2 ans. Donc, on ne peut pas comparer ça. Par contre, vous comparez à vous-même et avoir une comparaison régulière, donc tous les mois, toutes les semaines ou autre, c'est très intéressant pour voir ses progrès. Donc voilà, j'espère que cette première partie vous a plu et rendez-vous dans la partie 2.